Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Société, a été réalisée le 28 juin 2021. Lorsque je me suis mis à rechercher des informations sur l'histoire et que j'ai tapé le mot « histoire », dans un moteur de recherche, le concept d'histoire universelle est immédiatement apparu, ce qui lui confère une dimension grandiose, comme si elle englobait tout. Cependant, quand on se met à lire, on constate que l'histoire universelle est classée du paléolithique à l'ère contemporaine, c'est-à-dire des 300 000 dernières années, jusqu'à aujourd'hui. En définitive, l'histoire universelle ne couvre que l'histoire humaine, le reste s'appelant Histoire de la Terre ou Histoire du cosmos. Cela m'a amené à réfléchir à l'importance que nous nous accordons en tant qu'espèce, comme quelque chose de distinct de la Terre ou du reste des choses, étant donné que les 300 000 courtes années de notre existence sont qualifiées d'universelles. Au départ, les humains se considéraient comme les enfants de la nature, faisant partie de ce monde jusqu'à ce que quelque chose se passe. Quoi ? Ils sont arrivés. Des extraterrestres. Ils ont été nombreux à s'approcher de ce monde. Tu t'en souviens bien? Oui, même si je ne faisais pas partie de ceux qui sont venus explorer. Je me souviens bien du moment où ils ont commencé à parler de cet endroit. Nous appelions la Terre Anguillusaha. On pourrait dire Aglusaha. Je garde peu de souvenirs de l'époque où je vivais dans la constellation d'Orion. Je sais aujourd'hui que le monde où je vivais était proche du système qu'on appelle aujourd'hui Rigel, jambe en arabe. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Là-bas, j'étais responsable de la gestion des projets, un peu comme un militaire qui ne fait pas la guerre, mais qui gère des agriculteurs. Des agriculteurs de monde. Oui, il y en avait beaucoup comme moi, et beaucoup d'agriculteurs. Leur rôle était de trouver des mondes propices où l'on implantait des graines adaptées provenant d'autres mondes, dans des espèces naissantes. De cette manière, nous assurions la continuité de l'information. De la même manière que les cellules se multiplient, de la même manière que de nombreux virus et bactéries transfèrent leurs données d'un corps à l'autre, d'une cellule à l'autre, de nombreux êtres accomplissent cette même action dans le but de maintenir l'héritage en vie en divers endroits. C'est comme le mâle qui féconde diverses femelles pour étendre son territoire, ou les abeilles qui pollinisent divers arbres. La nature a cherché des centaines de façons d'assurer la continuité de l'information à travers le temps et bien sûr à travers l'espace. Certains mondes ont ressenti le besoin de visiter et de surveiller des planètes en développement, en intégrant des données et des informations dans leur ADN, afin de maintenir ainsi l'information. Pourquoi n'interviennent-ils pas et ne nous laissent-ils pas nous autodétruire ? Parce que ce serait comme si une abeille intervenait sur la couleur des fleurs. Il y a des choses qui doivent suivre leur cours. Ton approche est paternaliste. Le fait de croire que quelqu'un de l'extérieur doit venir sauver ou réparer ce qui se passe ici, ce ne sont que 300 000 ans d'histoire, ce qui est une évolution trop brève pour que vous puissiez réellement prendre conscience de ce dont vous êtes capable. C'est comme si tu croyais devoir intervenir dans la vie d'un enfant de 5 ans parce qu'il est inconcevable qu'il ne sache pas faire des calculs algébriques complexes. Il est encore en train d'apprendre les chiffres. Les humains apprennent les chiffres comme cet enfant de 5 ans, mais malgré cela, cet enfant sait qu'il est capable de faire de grandes choses. C'est pourquoi il se concentre sur lui-même, s'attribuant une importance universelle. Car l'univers vit dans son ADN. Beaucoup d'agriculteurs des mondes, semeurs d'ADN, ont laissé leur empreinte universelle.
ce qui a accéléré le processus d'évolution humaine plus que celui de toute autre espèce. Cela leur a permis de voir la réalité sous un autre angle, sachant qu'ils pouvaient appréhender le cosmos, se considérant comme faisant partie de quelque chose de plus grand, de supérieur, guidés par des schémas de pensée transcendants, ce qu'est ce monde. Cela leur a donné le sentiment d'être spéciaux, différents, uniques, des enfants directs des dieux. Bien sûr, cela nous a séparés de la Terre et nous a unis à l'univers. C'est pourquoi ils se sont considérés comme universels, complets, supérieurs. Ce que je ne comprends pas vraiment, c'est pourquoi nous l'avons fait. Autrement dit, du point de vue des extraterrestres, pourquoi ne pas intervenir maintenant si nous avons décidé d'intervenir dans le passé? L'agriculteur qui sème une graine sait qu'il y a tout un processus jusqu'à ce que le fruit mûrisse. Ce n'est pas le fait d'un bon agriculteur de commencer à tirer sur la pousse pour que la plante grandisse plus vite. Il faut de la patience, de la persévérance, de l'acceptation. Les humains grandissent, germent en tant qu'espèce. Il leur reste encore un long chemin à parcourir pour s'épanouir, et bien plus encore pour porter leurs fruits. Donc nous devons continuer. Et c'est pour cela que depuis les cieux, on contemple les semailles. Vont-ils manger nos fruits? Certains oui, d'autres prendront simplement de nouvelles graines pour continuer à s'aimer. Alors, nous n'étions pas tous aussi conscients. Tu confonds à nouveau conscience et morale. C'est vrai, mais je crois que c'est un sujet vaste qui va être difficile à assimiler. Continuer, continuer et continuer. Voilà l'essence même de l'évolution. C'est un processus continu de compréhension, de pratique, d'essai. La naissance d'une civilisation ne se fait pas en une seule saison. Souviens-toi, c'est la conséquence des cycles, ceux-là même qui vous ont enseigné les transformations. Comme lesquels? Aucun des légumes ou fruits que vous mangez aujourd'hui n'était ce qu'il est il y a des milliers d'années. Lorsque, au Mésolithique, il y a 15 000 ans, l'agriculture a commencé à se développer, la plupart des légumes et des fruits étaient sauvages. Les grands maïs que tu connais aujourd'hui n'étaient que de petits buissons avec 4 graines. Les tournesols étaient de petites fleurs ressemblant presque à des pissenlits. Les tomates étaient comme des baies et les carottes de longues racines fines blanches et brunes. La laitue ressemblait à une mauvaise herbe. Les bananes étaient rondes et petites comme un doigt. Chaque fruit, chaque légume était très différent, voire toxique pour la consommation humaine. Et pourquoi les utilisions-nous? Parce que les toxines à petite dose sont des remèdes. Les sages du passé, ces femmes filles de la nature, savaient doser chaque aliment, chaque racine, chaque grain, chaque fruit, pour les utiliser afin de purger l'estomac, les intestins, les reins et pour améliorer les fonctions physiques et l'humeur. C'est ainsi qu'on a cessé de chercher ces plantes dans la nature pour commencer à les s'aimer et à les cultiver dans des jardins, afin d'en contrôler la population. Les engrais utilisés, associés à un arrosage quotidien, les ont fait pousser de plus en plus grandes, et une idée novatrice a vu le jour, la modification génétique. Au paléolithique? Oui, dès le paléolithique. Cette modification reposait sur le greffage, une technique permettant de créer de nouvelles espèces en assemblant des tiges de différentes plantes. L'objectif était de créer un fruit unique, doté de 2 ou plusieurs propriétés curatives. Cela a entraîné des modifications au niveau des fruits, qui se sont transmises aux graines. En jouant avec la génétique, ils ont obtenu des plantes produisant davantage de graines ou dont les fruits et les feuilles avaient un volume plus important. Waouh, incroyable! Tout comme les extraterrestres ont été les agriculteurs de notre monde, les humains sont également devenus des agriculteurs. Mais ce n'est pas une qualité propre à l'être humain. Il existe des champignons, des plantes, des insectes et d'autres animaux qui sèment et cultivent eux aussi. Chez certaines espèces, c'est une qualité naturelle. Cette capacité à s'aimer nous a appris que les produits se régénèrent, encore et encore, à chaque saison, et qu'ils obéissent à un processus constant. C'est pourquoi on ne peut pas considérer les semailles comme un processus à court terme, mais comme quelque chose de continu. Chaque année, le ciel recommence, comme les vagues, sur le rivage, se répétant sans cesse, sémiculture,
récolte, production, préparation de la terre, puis nouveau sémis. Tout continue. Et c'est pourquoi la culture humaine se poursuit elle aussi, éternellement. Créer la culture. Des sociétés. Tout comme le mot culture trouve son origine dans le concept de culture, cultivo, colère, récolter, culture, assimilation, unifier des choses. Le mot société vient de suivre. Son étymologie nous ramène à sequa, de l'indo-européen suivre, qui a donné naissance à soqua, celui qui suit, le suiveur. Ce concept a donné naissance à ce que nous appelons dans nos langues un socio, socius, sachant qu'en latin le C se prononce comme un K, socius. Un socio est un compagnon qui suit un projet, quelque chose de commun. Ainsi, la qualité de suivre un même projet est appelée société. Terme très utilisé pour les entreprises. Une entreprise est une initiative et les sociétés sont des groupes d'individus qui décident de se lancer dans un projet commun. Ainsi, un conflit, un besoin, une idée, une intention, un projet, un amour, une haine, une philosophie, une histoire commune, une langue, tout cela et bien plus encore, peut unir divers êtres qui se suivent dans une même direction. Les sémailles et les récoltes, inévitablement nécessaires, ont réuni des individus qui ont créé des projets communs de développement, formant ainsi des sociétés. Les sociétés sont donc les sémailles et les récoltes des humains. À chaque cycle, elles se régénèrent, évoluent, traversent des périodes difficiles ou des années fastes de productivité. Les idées, les projets, les intentions changent, se développent, mutent. Observer l'évolution des sociétés, c'est comme observer la croissance d'une plante. Au début, les attentes sont grandes et toute l'intention y est mise. Mais après les premières pousses, qui sont passionnantes, la période suivante est lente et tout semble rester identique. Des mois peuvent s'écouler sans que l'on constate de grands changements, en général, jusqu'à ce que l'une d'entre elles commence à former des bourgeons, puis à fleurir quelques jours plus tard. Elle capte la lumière, prend conscience, et grâce à cela commence à produire un fruit qui contiendra des nouvelles graines, lesquelles constitueront la base d'un nouveau cycle. À l'instar du processus agricole, les sociétés sont récoltées, mais au lieu d'un cycle annuel, il s'agit généralement de cycles séculaires, c'est-à-dire d'au moins un siècle. Il faut un siècle qui englobe entre 3 et 5 générations pour opérer un changement générationnel complet qui transforme une société. En effet, d'un bout à l'autre d'un siècle, les choses peuvent changer brusquement, donnant naissance à une nouvelle vision du monde et à des projets communs. Veux-tu dire par là que, puisque nous avons entamé un nouveau siècle en l'an 2000, il faudra au moins 5 générations supplémentaires pour voir les résultats sociaux de ce que nous sommes en train de créer aujourd'hui? C'est exact. Ce n'est qu'en 2100 que tu pourras regarder en arrière et comprendre toute l'importance de ce que vous avez commencé en 2020. Et c'est en 2020 que tu peux reconnaître les changements qui se préparaient depuis 1920. La société de 1920, la génération des années 20, a été celle qui a amorcé les changements qui, au cours des 2 générations suivantes, en 1940 et en 1980, ont fini par se concrétiser dans le processus de transition, permettant ainsi à des générations comme la tienne, qui ont grandi dans les années 1990, de vivre réellement dans une nouvelle société bien différente de celle qui prévalait avant les guerres mondiales. Waouh, c'est vrai. C'est grâce à la génération des années 20 que j'ai pu être libre dans une société des années 90. Pense-y donc de cette manière. Tu es la génération des années 20 qui opère le changement pour les années 90 à venir, celles qui vivront le changement de siècle dans une société différente. C'est pour cela que nous ne pouvons pas penser à court terme, ni construire des civilisations ou des sociétés conformes à nos pensées contemporaines, car ce que nous vivons aujourd'hui et à court terme est destiné à être le résultat des actions des 2 générations précédentes. Et ce que nous faisons, en réalité, constitue le fondement des générations à venir. Non, pas les suivantes, mais celles qui viendront 3 générations plus tard. Mes arrière-petits-enfants. Ce concept te rappelle que les sociétés sont un continuum de projets
qui se succèdent, qui se perpétuent éternellement, comme les cultures. C'est pourquoi tu ne peux pas prétendre que quelqu'un de l'extérieur vienne améliorer la société ou résoudre ce qu'ils ont fait, car c'est une chose de s'aimer une graine, c'en est une autre de voir ce qui en germera. Et peut-être que cette germination nécessite plusieurs millénaires de développement pour donner véritablement un fruit nourrissant et cesser d'être toxique. Il est clair que nous restons toxiques. Les sociétés humaines sont toxiques, oui, comme des bactéries, qui détruisent tout ce qu'elles touchent. Mais ce n'est qu'une partie du processus menant à un fruit productif. L'évolution des projets sociaux, des idées qui nous unissent, sont des signes de développement. Aucune idée n'est éternelle, bien que toutes s'intègrent et se transforment en une nouvelle idée. Les sociétés servent à réunir divers points de vue et à en générer un transcendant, en résolvant les conflits du moment, afin qu'ils deviennent une réalité organique dans un avenir proche. Ainsi, lorsque je cherche à créer une nouvelle société plus consciente, cela dépendra de la flexibilité et de la capacité d'adaptation des mécanismes mis en place pour y parvenir face au temps à venir. Il ne peut s'agir de quelque chose de rigide, de structuré ou fondé sur des idées préconçues, mais bien d'un système ouvert aux nouveautés. Une nouvelle société, une société consciente, nécessite la liberté de l'attente, mais aussi une bonne dose d'élan intentionnel. L'une des grandes erreurs des sociétés est de considérer que les projets communs sont les seuls qui doivent être menés à bien ou les meilleurs qui doivent prévaloir sur les autres. Croire que le développement d'une société se mesure à ses réalisations économiques ou à ses croyances religieuses ou idéologiques. Sur quoi repose-t-elle alors? Sur la mise à disposition d'outils permettant de résoudre les problèmes du moment. Reconnaître que les problèmes sont toujours différents et s'adaptent au nouveau contexte, de sorte qu'aucune idée, religion ou économie ne perdurera éternellement. L'adaptabilité et l'évolution, associées à un grand sens des réalités au sein d'un ordre façonné par des réseaux d'individus, en quête d'harmonie, ou plutôt d'homéostasie, constituent les clés que tu dois comprendre pour former une société consciente. Une société ne peut pas rester toujours la même, car le fondement de son existence réside dans la continuité, dans le fait de continuer à avancer. Faire de nouveaux pas vers l'horizon, de l'intégration, où l'unité ne se rétrécit pas, mais s'étend. Quoi que tu fasses, souviens-toi que tu ne le fais pas pour être victorieux aujourd'hui, mais pour être la graine des fruits de demain. 5 générations, à compter d'aujourd'hui, pour qu'elles voient les résultats de nos efforts de conscience. Cela dépendra des circonstances qu'ils vivront, car il peut toujours y avoir des agents externes qui modifient le monde. Mais au-delà de cela, la graine sera dans leur cœur. C'est pourquoi, à chaque fois que les extraterrestres viennent lors de canalisations, lors de certaines rencontres que nous avons eues, ils nous disent souvent « Nous sommes vos descendants ». Ils sont l'avenir, ils voient ce que nous serons, car ils en sont le résultat, et nous sommes en quelque sorte leur passé. Leur guide nous aide à comprendre les étapes à suivre pour devenir une espèce qui va de l'avant, de la même manière que nous nous tournons vers nos ancêtres pour guérir notre histoire. Tu es le produit de tes actions, tant du passé que du futur. Ce que tu fais aujourd'hui te construira demain. Sème avec patience et persévérance, et un jour tu pourras profiter de tes fruits dans une nouvelle société. Je suis le fruit de mes actions, et ce que je ferai définira ce que je suis, et ce que nous ferons ensemble définira où nous allons, définira la société. Lève les yeux, observe l'horizon, et fais un premier pas. Où vas-tu? Tout le chemin dépendra de la direction que prendra ton pied. Marche d'un pas ferme, et si tes pas sont stables, beaucoup te suivront, et cycle après cycle, vous deviendrez une société. La société éternelle, le chemin constant, Le chemin vers l'épanouissement, vers le fruit. vers la transcendance.